Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au concept d'isostasie, ainsi qu'aux modèles qui lui sont associés. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la notion d'isostasie, de présenter ces deux grands modèles explicatifs et de lister les conséquences vérifiables de chacun de ces modèles. Alors commençons par définir l'isostasie. Si on s'intéresse à l'étymologie du mot, on va trouver la racine iso, qui signifie même, et la racine stasis, qui signifie état. Isostasie pourrait se traduire par même état, alors sous-entendu, même état d'équilibre partout. L'isostasie correspond en effet à l'équilibre des enveloppes superficielles réalisées à partir d'une certaine profondeur, alors bien sûr qui sera une surface théorique évidemment, et qu'on appelle surface de compensation. Au-dessus de cette surface, tout sera donc en équilibre. Prenons une coupe schématique de la Terre avec croûte terrestre et manteau supérieur. On peut découper l'ensemble en différents blocs. Alors là aussi, c'est toujours théorique, c'est pour modéliser. Voici la surface de compensation en rouge. L'ensemble est en équilibre isostasique. On peut donc dire que chaque colonne exerce la même masse sur la surface de compensation. Et ça, c'est quand il n'y a pas de relief. Que se passe-t-il au niveau des chaînes de montagnes? Dans les montagnes, il y a plus de matériaux. L'ensemble devrait donc être en déséquilibre isostasique avec une masse plus importante. Or, depuis la fin du XVIIIe siècle, nous savons que ce n'est pas le cas. Les montagnes sont bien, elles aussi, en équilibre isostasique. Alors, vers 1740, Pierre Bouguer a effectué des mesures au Pérou avec des fils à plomb. Il pensait que son fil à plomb serait dévié par rapport à la verticale et qu'il serait attiré par l'excès de masse de la montagne proche. Mais ce qu'il a constaté, c'est que son fil à plomb n'était quasiment pas dévié. Un peu comme si les montagnes n'avaient pas de masse supplémentaire. Cette observation prouve bien que tous les blocs sont en équilibre et exercent la même masse sur la surface de compensation, qu'il y ait du relief ou pas. Bouguer n'a jamais pu expliquer le phénomène. Il faut attendre le XIXe siècle pour que deux scientifiques, Pratt et Airy, proposent des modèles explicatifs. Alors voyons d'abord le modèle de Pratt. Ce modèle pose la surface de compensation à la base de la croûte. Puisque l'ensemble est en équilibre, il faut que chaque bloc ait la même masse au-dessus de cette surface. Or, comme vous le voyez, le bloc central est beaucoup plus haut que les blocs extérieurs. Pour expliquer l'équilibre, il faut alors poser que chaque bloc n'a pas la même masse, et que les blocs extérieurs doivent être plus lourds que le bloc central. Ce modèle prévoit donc une diminution de la masse volumique des roches au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude. De ce fait, la masse volumique ρ1 est ainsi supérieure à ρ2, qui elle-même est supérieure à la masse volumique ρ3, qui elle-même est supérieure à ρ4. En comparaison, le bloc extérieur est plus dense, mais moins épais, que le bloc central qui est moins dense, mais qui est plus épais. Au final, les deux blocs ont la même masse totale, et l'ensemble est bien en équilibre isostasique. Voyons à présent le modèle de Airy. Contrairement au modèle de Pratt, le modèle de Airy suppose que les roches de la croûte ont toutes la même masse volumique et qu'elles reposent sur les roches du manteau de masse volumique plus importante. Dans ce modèle, la surface de compensation est située plus profondément dans le manteau. Alors, sans faire varier la masse volumique, on voit bien que les blocs extérieurs et le bloc central, là en l'état, n'ont pas la même masse. Le bloc central devrait être plus lourd. Et c'est donc un problème puisque ça n'est pas possible si tout est en équilibre. Airy propose donc que dans les parties où il y a du relief, si on veut la même masse que les blocs où il n'y a pas de relief, il faut diminuer la part du manteau dense et augmenter la part de la croûte moins dense. Comme vous le voyez, là on a fait cette modification. Et si on compare les deux blocs, ils ont à présent la même masse totale. Dans ce modèle, les variations de relief sont ainsi compensées par un enfoncement de la base de la croûte en profondeur. Et on appelle racine crustale cet ajout de croûte sous la montagne. Grâce à cette racine crustale, les blocs ont tous la même masse totale et l'ensemble est bien en équilibre et isostasique. Alors, si les deux modèles permettent bien d'expliquer cet équilibre isostasique dans les montagnes, ils n'ont pas les mêmes conséquences vérifiables. En effet, si le modèle de Pratt est valide, dans les zones de relief, on doit observer des variations de densité des roches. Alors que si le modèle de Airy est valide, on devrait, dans les chaînes de montagne, observer un enfoncement du mot qui serait bien le signe qu'il y a une racine crustale. Ainsi, après avoir réalisé les observations adéquates, vous pourrez conclure sur le modèle le plus valide dans les chaînes de montagne.